Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce webinaire organisé par les formations du moniteur. Le thème du webinaire est aujourd'hui adapter les bâtiments au changement climatique et nous avons le plaisir d'accueillir au moniteur formation Sakina Penpoint. Bonjour Sakina. Bonjour. Sakina qui est l'une de nos formatrices justement sur ce thème-là. En attendant que les derniers participants se connectent, je vais vous parler de notre organisme de formation. Si on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc vous connaissez tous le magazine du Moniteur, qui est la référence dans le domaine de la construction. Et bien, le Moniteur, c'est aussi un organisme de formation et un grand organisme de formation spécialisé justement dans toutes ces thématiques qui forment 5000 stagiaires chaque année et avec 250 programmes de formation, environ 1000 sessions. Et la grande nouveauté depuis le Covid, c'est que on a une énorme partie de notre programmation qui est à distance, donc en distanciel, mais on conserve aussi beaucoup de sessions en présentiel. Voilà, vous irez voir sur notre site les différentes sessions. La particularité des formations du moniteur, c'est que l'ensemble de nos formateurs sont des experts du contenu métier. Donc, c'est des gens qui viennent du terrain. Et puis, on a une large gamme, comme vous pouvez le voir sur la slide juste après, de thématiques. Si on peut passer à la slide juste après, Sakina. Merci, voilà, vous voyez les thématiques. Et puis, vous aurez la présentation en fin de webinaire et vous pourrez cliquer sur le lien pour accéder à tout notre catalogue de formation, ou sinon vous allez sur formation.lemoniteur.fr. Et justement, sur la thématique d'aujourd'hui, voilà, si on peut passer à la slide suivante, il y a une formation qui est animée par Sakina, justement, qui est beaucoup plus large que ce que vous allez voir aujourd'hui, qui dure une journée, qui s'appelle Adapter les bâtiments au changement climatique, comment intégrer le climat dans les choix immobiliers. Il y a des sessions toute l'année, la prochaine et le 24 juin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur cette thématique et aller en profondeur dans le sujet. Allez sur formation.lemoniteur.fr. Voilà, ça c'est dit. Les derniers participants se sont connectés. Je vous rappelle juste que vous pouvez poser vos questions grâce à la petite boîte à questions GoToWebinar que vous avez à disposition. On les lira à la fin de chaque partie de ce webinaire. Sakina, je vous donne la parole. Je vous remercie. En webinaire. Ok, eh bien, je vais commencer très rapidement par me présenter. Vous connaissez mon nom et prénom, hein, je m'appelle Sakina Benoît. Je travaille à l'Observatoire de l'immobilier durable et j'ai étudié le changement climatique depuis nombre d'années maintenant, et à la fois du côté un peu scientifique et à la fois du côté économique et social. À la suite de ça, donc, je me suis spécialisée dans le domaine du changement climatique sur le bâtiment et plus principalement de l'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une formation qui va un peu faire le tour de cette question, mais de manière très très rapide. Donc on rentrera plus en détail avec les personnes qui suivront la formation du 24 juin. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu le contexte et les définitions vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique, le cadre en fait. On va voir la partie diagnostic de risque climatique. Ensuite, on s'attardera sur les d'adaptation et puis sur les approches globales. Je voudrais savoir déjà, est-ce que mon micro fonctionne parfaitement bien? Est-ce que Oui, on il m'entend? fonctionne. Ok, parfait. Euh, donc, pour commencer, pour ce qui est du contexte et des définitions, il est bien sûr évident que que le climat joue complètement sur le bâtiment et que c'est un secteur qui est extrêmement impacté par le climat. Et on le voit bien sûr sur les différentes thématiques, enfin les différentes modes de construction architecturale un peu dans le monde qui sont complètement liés aux différents aléas climatiques qui sont présents dans les différentes
parties du monde. Et pareil, au niveau historique, on voit des variations. Et donc, ça montre à quel point ces deux secteurs sont déjà intrinsèquement liés avant même de parler de changement climatique. Alors là, je vous ai mis des petites illustrations de, de types de construction en endroits où il peut y avoir des inondations ou des petites montées d'eau, en endroits froids avec des systèmes donc les igloos qui ont des systèmes de ventilation en fait et d'isolation qui sont particulières et intéressantes à étudier. De même, des systèmes particuliers avec de la construction en terre, donc des matériaux qui permettent une grande inertie. Et des systèmes de réfléchissement, donc du blanc pour garder la fraîcheur. Je vais reprendre très rapidement les problématiques de changement climatique, même si je suis persuadée que si vous êtes là, vous êtes tous familiers de ces questions-là. Mais on va reprendre quand même un petit peu. Alors, pour regarder un peu sur l'histoire du climat, il y a 25 000 ans, il faisait 5 degrés de moins en température globale par rapport aux années pré-industrielles. Et ces 5 degrés de moins en température globale, ils se traduisaient en en calotte glaciaire qui s'étendait jusqu'à à peu près au niveau des latitudes qui correspondent à Londres. Et donc avec un niveau de la mer bien plus bas. On voit du coup sur la carte comment ça se traduit. Et donc, il y avait évidemment des climats bien plus froids. Et donc, dans les années qui vont venir, on est sur des trajectoires de température, surtout si on suit les trajectoires tendancielles et donc celles sur lesquelles on se dirige vis-à-vis des choix qu'on a fait jusqu'ici, sur une trajectoire à 8,5 degrés. Et qui nous emmène vers un climat qui sera plus chaud entre 3,2 degrés, plus 3,2 degrés à 5,4 degrés. Ça, c'est les prédictions du groupe international, du groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Et donc, si on s'imagine un climat à plus 5 degrés et qu'on sait qu'un climat à moins 5 degrés est très froid par rapport au climat d'aujourd'hui, et comme on l'a vu sur la carte, on peut s'imaginer que le climat à plus 5 degrés va vraiment avoir des conséquences très importantes en termes de climat, donc une chaleur beaucoup plus importante en France. Et il y a certaines estimations qui disent qu'en France, on pourrait se retrouver avec des climats en termes de vagues de chaleur qui pourraient ressembler, par exemple, à ceux du Maroc, sans parler des autres aléas climatiques et phénomènes extrêmes. Donc ça, c'est pour un peu poser le cadre. Quelque chose de très important dans le secteur, c'est que nous, quand on va construire des bâtiments, on va construire des bâtiments pour une durée de vie environ de 50 ans, à minima. Ce qui signifie que si on construit des bâtiments à l'heure actuelle, donc là j'ai mis un petit carré gris sur le graphique en bas à droite, si on construit à l'heure actuelle, donc en 2020, 21, 22, c'est un bâtiment qui va avoir une durée de vie jusqu'à environ 2070. Et donc, qui va subir complètement ce changement climatique, qui va voir le climat changer et qui va donc nécessiter d'avoir un bâtiment qui soit adapté pour ce climat qu'il y aura en 2040, en 2050, en 2060, en 2070. Donc voilà pour l'importance d'adapter les bâtiments au changement climatique. Et donc là, on va voir assez rapidement le changement climatique, comment il impacte les bâtiments, quels sont les différents aléas justement qui impactent les bâtiments. Alors, je vous ai parlé de l'aléa vague de chaleur, parce qu'évidemment, en zone urbaine et pour les acteurs qui construisent des bâtiments, c'est les vagues de chaleur en général qui sont les plus impactantes, en tout cas à l'heure actuelle, parce que le confort thermique est dégradé, qu'il y a des impacts sanitaires, qu'il va y avoir du coup une baisse de productivité au niveau du travail dans le tertiaire, une augmentation des besoins d'énergie et des dysfonctionnements d'équipements, par exemple quand on a besoin de plus de climatisation, une baisse de qualité
l'air, potentiellement des détériorations de structures, enveloppes, réseaux de plombiers à l'origine de fuite. Donc ça, c'est pour tout ce qui est des vagues de chaleur. J'ai mis par exemple une petite carte en haut à droite du nombre de jours de vagues de chaleur par an en 2070. Et donc on voit que la majorité de la partie de la carte en France est en rouge. En rouge, on est à 4 mois à peu près de vagues de chaleur par an. Donc on ne parle pas de canicule, hein, on parle de jours au moins 5 degrés plus chaud que la normale durant 5 jours consécutifs. Ça veut quand même dire que pendant quasiment toute l'année, en fait, parce que c'est pendant 5 jours consécutifs, donc pendant à peu près la majeure partie de l'année, il fait beaucoup plus chaud que la normale, de plus de 5 degrés. Pour ce qui est des sécheresses et RGA, alors qu'est-ce que c'est que déjà les sécheresses et RGA? Les RGA, c'est des retraits et gonflements des argiles qui se présentent en zone argileuse, donc sur certaines parties de la France, quand le sol est justement argileux et qu'il y a des épisodes très secs en été, puis très humides, pas forcément l'été, enfin à d'autres périodes de l'année. Ce déséquilibre hydrique crée des retraits donc, pendant les sécheresses et gonflements pendant les périodes humides de ces argiles qui vont du coup déstabiliser les structures des bâtiments et donc créer des fissures dans des bâtiments. Et c'est principalement le cas quand les fondations ne sont pas profondes. Ce qui signifie que pour les bâtiments, c'est un problème. Mais qui est un peu moins majeur que pour les lotissements, par exemple, où les fondations ne sont pas suffisamment profondes. Donc ça crée des fissures dans les façades et éléments jointifs, dans les réseaux enterrés aussi. Ça crée des problèmes de sécurité des usagers et les sécheresses, bien évidemment, d'une autre part, créent des dégradations de la biodiversité et des limitations de réserves en eau. Voilà pour cet aléa. L'aléa inondation. Donc l'aléa inondation, en France, on est plutôt familier avec ces aléas, puisqu'on connaît quand même ces problématiques. Mais ça ne signifie pas qu'on est prêt à subir l'augmentation en intensité ou en fréquence. Pour l'instant, c'est assez difficile de savoir exactement ce qui va se passer d'après les études. Mais l'incursion d'eau dans le bâtiment va toujours causer des dommages significatifs, que ce soit au niveau des revêtements, au niveau de la structure des bâtiments parfois, au niveau des réseaux électriques, etc. Et puis bien entendu aussi au niveau de la sécurité des personnes. Il y a aussi tous les effets dominos qu'il faut prendre en compte, avec parfois des perturbations, des arrêts d'utilisation des bâtiments et donc des productions qui peuvent être arrêtées à cause des inondations qui sont causées. Les submersions marines, ça va avoir un peu les mêmes conséquences, sauf que cette fois, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une submersion marine, alors de temps en temps, on va avoir une submersion marine, et puis l'eau va se retirer, puis on va en avoir une nouvelle, et puis l'eau va se retirer. Mais en fait, comme les fréquences des submersions marines vont être de plus en plus importantes, jusqu'au moment où l'eau aura vraiment monté et que ce sera plus juste des tempêtes qui vont venir faire des incursions d'eau. Du coup, à ce moment-là, quand il y aura eu cette érosion côtière qui en fait fera en sorte que la zone qui était à l'époque hors d'eau sera directement dans l'eau, on va être sur juste un simple abandon du bâtiment. Et donc, il y a une réflexion de gestion vraiment long terme, que ce soit des parcs immobiliers ou même des bâtiments en tant que tels, de projection dans le temps. Les feux de forêt, notamment en zone à proximité des forêts. Donc ça, c'est pareil, on est assez familier dans la réglementation française de ces dégradations et donc des atteintes à la sécurité des personnes. Mais il faut noter que ces feux de forêt seront de plus en plus présents dans les années futures et dans des zones qui ne sont pas forcément à l'heure actuelle touchées. On parle par exemple des forêts aux alentours de la région Île-de-France avec le bois de Boulogne,
et le bois de Vincennes, qu'il faut peut-être réfléchir avec une gestion des forêts et potentiellement une gestion des bâtiments aux approches de ces forêts. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula là là, j'ai un petit problème. Que se passe-t-il? Donc, les tempêtes, excusez-moi. Les tempêtes, c'est pareil, il y aura une augmentation en intensité et ou en fréquence, et donc qui causeront des dégradations du bâtiment et des atteintes à la sécurité des personnes. Donc là, c'est pour faire un peu un état des lieux complet de ce qu'on peut prévoir. Et du coup, en fonction des régions, des zones, de la manière dont on sera adapté, tout ça va varier. Je vous fais très rapidement un petit focus sur la partie réglementation. Il faut savoir que dans les années à venir, la réglementation va beaucoup varier et il y a une date qu'on vient de passer dernièrement qui est importante, c'est l'adoption d'une nouvelle stratégie d'adaptation au niveau de l'Union européenne. Cette stratégie est particulièrement ambitieuse. Elle demande une adaptation rapide, systémique, réfléchie. Elle propose des outils et surtout, elle va avoir des impacts dans le secteur du bâtiment sur de nombreux points, notamment dans la stratégie pour une vague de rénovation, dans les plans d'action en faveur d'une économie circulaire, dans probablement les futurs critères des marchés publics écologiques, les journaux de bord du numérique du bâtiment, les directives sur la performance énergétique des bâtiments et les réglementations sur les produits de construction. Il y aura également une mise à jour des normes européennes régissant la sécurité et les performances des infrastructures. Tout ça pour dire que cette stratégie, qui pour l'instant n'est pas contraignante, mais qui est ambitieuse, va se traduire dans des lois, la loi européenne climat, la taxonomie verte européenne et tous les paramètres que je viens de citer. Et du coup, qui va petit à petit nous demander de plus en plus d'efforts dans le bon sens pour s'adapter au changement climatique. De la même manière, du côté assurantiel, on voit à l'heure actuelle que la part des pertes économiques non assurées causées par les catastrophes liées au climat est en hausse. Donc, on appelle ça l'écart de protection climatique. Et la Commission européenne, qui du coup a adopté la stratégie européenne, elle préconise de combler le fossé et d'augmenter les taux de pénétration des systèmes assurantiels. Et donc, il y aura des évaluations nationales sur ce sujet et des recommandations qui seront fournies. Et du coup, le secteur de l'immobilier dans son ensemble va avoir des gros tremblements de terre, si je puis dire, dans les années qui vont venir. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de savoir dès maintenant s'adapter au changement climatique. Je passe rapidement sur les coûts de l'action et l'inaction climatique, à savoir tout simplement que les ratios entre les coûts de l'action et les coûts de l'inaction, c'est-à-dire les coûts du moment où les coûts dans le cas où on met en place l'action adaptative au changement climatique, VS ceux dans le cas où on ne le fait pas, ont des ratios très très importants. Donc, on est tout à fait gagnant en mettant en place des actions adaptatives. Alors, en termes d'ampleur, par exemple, sur les infrastructures résilientes, le coût-bénéfice, il est de 1 vs 4. Donc, on le voit sur la petite balance en bleu. Et le coût de l'adaptation dans les villes en zone côtière, il est de 1 vs 10. Donc, on est vraiment sur des différences qui sont énormes. Et je tiens quand même à mesurer ces propos en expliquant que déjà, chiffrer le réchauffement climatique est un exercice extrêmement complexe, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte, des périmètres de prise en compte des coûts qui sont différents. Vous aurez ces diapositives, donc vous pourrez regarder en détail à quel point c'est complexe.
Je vais pas rentrer dans ces détails à l'heure actuelle parce que ça nous prendrait beaucoup de temps et je voudrais surtout passer sur l'adaptation en tant que telle du changement climatique. Et je vous propose, avant de commencer justement la partie diagnostic, de prendre des questions à ce moment. Alors, on va prendre une question, parce qu'il y a une question. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans la petite boîte à questions. Que va devenir Dubaï lors du changement climatique? C'est une excellente question qu'on va peut-être répondre partiellement quand on sera sur la toute dernière diapo que j'ai, si on a le temps d'aller jusqu'au bout. En fait, je pense qu'il y a différentes manières de voir l'adaptation au changement climatique et que les villes ne vont pas choisir forcément les mêmes scénarios. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui vont parier sur un tout technologique et des villes qui vont parier sur une adaptation qui prendra davantage en compte la sobriété. Et selon ce que les villes vont réaliser, les conséquences seront totalement différentes. Et donc, on pourra avoir des protections qui, à court terme, fonctionnent mieux dans certaines villes, et puis qui, finalement, à long terme, seront perdantes. Et donc, pour le cas de Dubaï, en termes de diagnostic climatique, on peut regarder à quel point ils sont censés être submergés ou pas, etc. Mais après, leurs techniques d'adaptation vont complètement déterminer leur devenir futur. J'espère que c'est une réponse qui vous satisfait, même si elle ne répond pas complètement à la question, puisque c'est difficile à dire. Oui. Il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la partie suivante du coup. Ça marche. Il va falloir que j'accélère. Alors, quand on veut mettre en place une stratégie d'adaptation au changement climatique, comme je l'ai montré d'ailleurs quand je répondais à la question juste avant, il faut d'abord, en tout premier lieu, réaliser un diagnostic de risque climatique. Donc, on va passer un peu sur cette partie pour comprendre comment on réalise un diagnostic de risque climatique. Alors, le risque climatique d'un bâtiment, il va dépendre bien sûr de l'emplacement de son bâtiment et donc de son adresse. Et donc, à partir de son adresse, on est capable de déterminer les aléas climatiques plus ou moins grâce aux données prospectives en nature, en intensité, en durée, en fréquence, selon les différentes zones en France. Alors, je parle vraiment du cas franco-français puisque c'est ce sur quoi je travaille au quotidien. Et ensuite, en plus de connaître les aléas climatiques selon les régions et les zones, certains territoires avec les mêmes, j'ai envie de dire, doses d'aléas climatiques vont être plus vulnérables que d'autres. Par exemple, les zones urbaines vont pas être vulnérables de la même manière aux vagues de chaleur du fait de l'îlot de chaleur urbain dont on parlera dans la diapo juste suivante. Pareil, s'il y a de la végétalisation, il y a du coup beaucoup plus de rafraîchissement et du coup, ces zones qui sont très végétalisées seront moins vulnérables. L'imperméabilisation des sols, les morphologies de terrain, les réseaux, la présence de dispositifs anti-inondation à l'échelle du territoire, etc., etc. Ce sont des paramètres qui ne sont pas directement liés au changement climatique, mais à l'environnement du territoire et qui vont faire en sorte que le bâtiment qui est sur ce territoire soit plus ou moins vulnérable au changement climatique. Je fais un focus particulier sur l'îlot de chaleur urbain parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. En fait, l'îlot de chaleur urbain, c'est le fait qu'au sein des villes, on a une chaleur beaucoup plus importante que dans les zones rurales qui sont juste à côté, ou même dans la campagne proche, ou même dans les villes urbaines juste à côté. On le voit beaucoup à Paris, par exemple. Donc, ce microclimat, qui est du coup au centre des villes, c'est un microclimat qui est complètement artificiel et qui est dû à plusieurs facteurs. Aux propriétés thermophysiques des bâtiments et des voiries. Donc, typiquement, c'est le fait qu'on utilise du béton, que le béton, ça stocke beaucoup de chaleur et qu'ensuite, ça le restitue et que donc, il fait plus chaud. La nature des sols, pas de végétation, ça crée une augmentation de chaleur, les morphologies urbaines qui empêchent les circulations d'air, les dégagements de chaleur issus des activités urbaines au niveau local.
Donc, ce phénomène de haute chaleur va amplifier de beaucoup les canicules, et donc c'est un paramètre à prendre en compte dans le changement climatique, enfin, dans l'adaptation au changement climatique. Ensuite, deuxième chose, donc on a pris en compte les aléas, les aléas climatiques au niveau des régions. Les territoires plus vulnérables que d'autres sont les caractéristiques, donc les facteurs environnementaux du territoire. Ensuite, il faut prendre en compte la manière dont on construit le bâtiment. Donc là, on parle de la sensibilité du bâtiment et de l'occupation du bâtiment, puisque selon l'occupation du bâtiment, le bâtiment va être plus ou moins vulnérable. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus ou moins prioritaire. Enfin, il a des dépendances, par exemple, à des systèmes électriques, etc., qui peuvent être plus forts. Je passe rapidement sur les différentes caractéristiques de sensibilité du bâtiment. Le confort thermique, il va dépendre principalement des types de toitures, cristallisées ou non, foncées ou non, les types de façades, pareil, surface, les baies vitrées créent une sensibilité beaucoup plus importante aux vagues de chaleur que qu'une surface blanche, complète et avec des petites fenêtres. Les types de matériaux par rapport à l'inertie, les types d'isolation, bien entendu, et les types de ventilation qui vont permettre un rafraîchissement. La sensibilité à l'inondation, elle dépend de la présence de sous-sol, évidemment, puisque les sous-sols peuvent être inondés, la présence d'équipements sensibles en sous-sol, et puis la présence de vignes sanitaires pour être justement capable de créer une petite zone tampon. Ça va dépendre d'autres choses, mais je vous cite ici les caractéristiques qui sont ressorties comme étant les principales à modifier pour directement améliorer le bâtiment. Les sensibilités aux sécheresses RGA, très complément des archives, ça va dépendre des types de fondations et le type de surface extérieure, que ce soit végétalisé, imperméabilisé, donc à l'échelle de la parcelle, hein, du coup de ce qu'on possède en tant qu'acteur. Ça va aussi impacter la sensibilité aux vagues de chaleur et aux inondations parce que ça va permettre, si le sol est végétalisé, d'avoir un sol très aéré, puisque un sol vivant et puis perméable, donc c'est-à-dire l'eau peut passer dedans, ça va permettre d'absorber l'eau en cas de forte pluie et donc d'éviter des ruissellements trop importants qui créent des inondations. Les bâtiments qui ont une occupation sensible, donc je vous en parlais tout à l'heure, les postes de secours, les hôpitaux, les entrepôts frigorifiques, ont une plus grande vulnérabilité face aux aléas climatiques, bien entendu, et du coup, il faut réfléchir à des scénarios de défaillance en cascade en se disant si j'ai telle infrastructure qui lâche, qu'est-ce qui va se passer derrière, pour pouvoir identifier justement ces bâtiments ayant une forte sensibilité, enfin une forte vulnérabilité au niveau des occupations. À la suite de ça, on connaît l'emplacement du bâtiment, on connaît les caractéristiques du bâtiment. L'exposition et la vulnérabilité du bâtiment nous permettent de déterminer un risque global du bâtiment. Il y a de nombreux... Ah oui, non, du coup, ça après. OK, pour ce qui est de diagnostic de risque, on s'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que je passe à la stratégie d'adaptation? On va prendre une question. Dans le contexte de pénurie foncière, la densification est de plus en plus sollicitée. Cela n'est-il pas contraire à la réduction des îlots de chaleur, la compensation étant difficile sur les zones les plus denses? Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je crois que j'ai pas entendu le tout début de la Dans question. le contexte de pénurie foncière, il y a une densification qui est de plus en plus sollicitée. Okay. Donc du coup, est-ce que c'est pas contraire à la réduction des îlots de chaleur? Alors, oui et non. Alors, c'est selon la manière dont on place les bâtiments, l'orientation des bâtiments, on va être capable de favoriser la circulation d'air. Selon les matériaux qu'on va employer, on va être capable de faire justement d'utiliser des matériaux qui ne favorisent pas l'îlot de chaleur. Selon les modes de transport, par exemple, qu'on utilise ou les modes d'équipement du bâtiment qu'on utilise, on va éviter la majeure partie des réchauffements liés aux activités locales. Donc en fait, on est capable de réaliser une identification sans forcément réaliser un niveau de chaleur, enfin, amplifier l'îlot de chaleur.
Ça dépend vraiment de la manière dont on décide de construire et si on prend justement en compte ces caractéristiques dès, la réflexion du projet. D'accord. Alors, il y a d'autres questions, mais on les verra peut-être après. Je vais vous laisser avancer. Ça marche. Alors, partie 3 sur la stratégie d'adaptation. On va rentrer directement dans le dur du sujet et donc sur les étapes d'une stratégie d'adaptation. Là, j'ai vraiment pris un cas où on est dans le cas d'un acteur immobilier qui se décide à vouloir mettre en place une stratégie d'adaptation. Et donc, cette stratégie d'adaptation qui doit être mise en place, elle nécessite un cadrage et une définition des enjeux avec potentiellement, si les acteurs sont nombreux et que la personne qui veut mettre en place tout ça est seule, et il y a toute une réflexion sur sensibilisation des acteurs internes, essayer de voir quelle est la perception et la représentation du problème pour justement convaincre de mettre en place ces stratégies d'adaptation, parce qu'on va le voir après, hein, il faut que tous les acteurs soient impliqués pour pouvoir mettre une stratégie d'adaptation globale, intégrée, qui soit efficace. Ensuite, une fois qu'on a fait du coup ce cadrage, cette définition des enjeux, il faut réfléchir à une définition du paramètre d'adaptation avec un périmètre d'action et un périmètre de travail. Ça va varier selon les acteurs, hein. Il y a des personnes qui vont se limiter par rapport à la responsabilité qu'ils ont, s'ils peuvent pas agir sur toutes les échelles, ou par rapport aux investissements. Et puis parfois, ça va être pas du tout limité sur ces questions-là, mais plutôt par rapport au périmètre de travail. Est-ce qu'on fait des actions uniquement axées biodiversité? Est-ce qu'on va rénover que des bâtiments de plus de 4 étages? Est-ce qu'on va travailler que dans la région Île-de-France? Quelles sont les limitations? Qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Donc ça, c'est vraiment la définition du périmètre. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est pendant la mise en place de la stratégie d'adaptation. Dedans, il y a deux phases. Il y a une phase vraiment diagnostique, donc ce qu'on a parlé un petit peu avant, et puis il y a une phase mise en place de la feuille de route. La phase diagnostique, donc on l'a vu, hein, il faut modéliser, identifier les menaces. On analyse l'exposition climatique, donc à partir d'une cartographie, puisque c'est lié aux adresses. On analyse la sensibilité des bâtiments. Là, il y a un besoin de collecte de données qui est assez important parce qu'on ne sait pas toujours comment les bâtiments sont construits. Et donc, il y a un gros travail de collecte de données. Et puis, il y a le diagnostic global où on va pouvoir croiser à la fois les données qu'on a et puis la cartographie. Il y a aussi une étape de diagnostic de maturité en termes d'adaptation, c'est-à-dire à quel point les bâtiments sont déjà adaptés ou pas. Un bâtiment, il peut être très vulnérable et puis très 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 à risque, même s'il a été adapté juste parce qu'il est dans une zone où vraiment on est très à risque. Et donc la marge de progression dans ce cas sera plus faible qu'un bâtiment qui est dans une zone certes à risque, mais pas tant que ça, et qui en plus a une grosse marge de progression. Et puis selon les aléas, la marge de progression n'est pas forcément la même. En submersion marine, la marge de progression, elle va être assez faible. Une fois qu'on est situé dans cette zone littorale, c'est plus compliqué, tandis que vis-à-vis des vagues de chaleur, il y a des choses à faire. Donc il y a une détermination de la marge de progression aussi à faire. Ensuite, on peut passer à la phase, une fois qu'on connaît un peu notre terrain de jeu, on passe à la phase priorisation des bâtiments. Quels bâtiments, quelles actions. Il faut bien penser à une stratégie multirisque. Donc, on choisit des actions qui répondent à plusieurs aléas à la fois, si on a plusieurs aléas à la fois. À une stratégie d'adaptation continue, c'est-à-dire le changement climatique se fait pas en un jour et du coup les actions adaptatives doivent aussi évoluer sur la durée potentiellement avec des problématiques d'usage qui doivent évoluer également, de sensibilisation des occupants et une marge de manœuvre laissée aux acteurs qui sont sur place pour pouvoir justement s'adapter en continu en cas de période de crise un petit peu. Et donc, cette priorisation, elle se fait aussi avec des critères économiques ou d'autres critères. Il y a une phase aussi qui est très importante de vérification d'absence de maladaptation. Donc, on fera un focus particulier juste après sur la maladaptation, mais il faut éviter que l'adaptation au changement climatique
entre en collision avec l'atténuation au changement climatique, par exemple. Ça, c'est le gros de la maladaptation. Et puis après, il y a toute une liste qu'on verra après de critères pour vérifier que l'adaptation est bien une bonne adaptation qu'on est en train de mettre en place. Ensuite, il y a une phase d'audit de bâtiment pour vérifier l'adéquation des solutions choisies. Typiquement, je vais vous prendre un exemple. On a décidé de mettre des volets sur un bâtiment pour faire en sorte que ce bâtiment soit plus résistant vis-à-vis des vagues de chaleur. Et finalement, on se rend sur place dans ce bâtiment et on se rend compte qu'en face de cette fenêtre qu'on pensait être potentiellement une source de chaleur si non protégée, et ben il y a un énorme arbre qui fait énormément d'ombre et qui en fait procure plutôt du bien-être, et cette solution n'est pas adaptée. Ça, c'est des choses qu'on peut pas savoir à partir d'une collecte de données, et donc il y a des audits quand même à faire pour rentrer un peu dans le dur du sujet. Une fois que cette partie est faite, on met en place ce plan d'adaptation et cette stratégie de transformation à définir. Donc, on détermine les actions à mettre en place. On essaye de voir un peu les interactions avec les autres démarches, c'est-à-dire les plans d'investissement qui sont déjà prévus. Comment est-ce qu'on peut rentrer, on peut potentiellement créer des synergies avec ces investissements. Et puis, on établit cette feuille de route qui, du coup, devrait être une fois que cette feuille de route est établie, on passe vraiment à l'opérationnel. On met en place les actions sur le court terme, sur le long terme. Donc, ça peut être des travaux, de la sensibilisation, voire une adaptation continue. La phase après, qui est importante et qui je crois, il ne faut pas oublier, c'est d'évaluer régulièrement le suivi de la feuille de route et de réaliser des ajustements qui sont relatifs principalement à l'adaptation continue. Puisque le changement climatique ne se fait pas en un jour, évidemment, il va y avoir des évolutions. Ce qui serait intéressant aussi de faire, c'est de faire comme l'adaptation au changement climatique est vraiment un sujet très, très, j'ai envie de dire, nouveau sur le terrain. Et il faut réaliser, puisqu'on est dans une innovation permanente, il faut potentiellement réaliser des études critiques sur les stratégies qu'on a mises en place, par exemple il y a 5 ans, se dire bon bah voilà, on regarde de ce qu'on a découvert, de l'innovation, des modes d'organisation actuels, qu'est-ce qu'on aurait pu en mettre en place différemment, qu'est-ce qu'on pourrait du coup changer, et surtout quelles sont les connaissances et les apprentissages qu'on peut tirer de cette stratégie et de cette étude critique. On peut aussi du coup directement évaluer les actions, regarder les impacts des actions, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, et réintégrer les connaissances relatives à ces actions adaptatives dans les prochaines stratégies et dans les prochaines analyses. Voilà pour les étapes d'une stratégie d'adaptation. Là, je vous ai remis les 13 étapes que j'avais définies, mais on va passer rapidement. Et on arrive aux acteurs d'une stratégie d'adaptation. Là, vraiment, encore une fois, c'est dans le cas d'une structure d'acteurs immobiliers un peu commune. Et j'ai envie de dire, en général, il y a toujours un peu une équipe qui va être l'équipe RSE, donc l'équipe qui va promouvoir les actions, qui va un peu être parfois à l'origine de l'impulsion, qui doit travailler main dans la main avec la direction et avec l'équipe technique. Il va y avoir aussi un lien important avec les asset managers, donc ceux qui vont gérer les investissements, les gros investissements, les investissements qui vont être liés aux grosses rénovations, etc. Et puis, il va y avoir les personnes qui vont gérer le bâtiment au quotidien et qui vont du coup être dans une gestion quotidienne. Il faut que ces personnes également soient impliquées puisqu'on a quand même une gestion d'adaptation continue qui va aussi impacter la gestion quotidienne. Et puis, il y a les occupants qu'on peut impliquer dans une certaine mesure en réalisant de la sensibilisation, puisque l'adaptation au changement climatique dépend complètement des usages qu'on va faire. C'est-à-dire, une fois qu'on met en place une action adaptative, si derrière les occupants ne sont pas au courant du pourquoi, du comment cette action a été mise en place, il est très possible que cette action adaptative soit inutile, voire contre-productive. Exemple, si on isole un bâtiment,
et que derrière les occupants ne sont pas du tout au courant que c'est dans une démarche de changement, de changement lié au climat, il est très probable que ça améliore leur confort personnel, mais que les dépenses énergétiques ne soient pas forcément réduites et que derrière, ils ne soient pas forcément et qui se permettent, par exemple, de mettre une climatisation à 19 degrés en été, alors que le but n'est pas forcément, justement, d'aller vers ce type de solution. Il y a aussi d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte, les bureaux de conseil en stratégie climatique et biodiversité, donc c'est un peu ceux qui vont guider pour faire cette feuille de route. Les bureaux d'études techniques, c'est ceux qui vont derrière donner les paramètres techniques, les cahiers des charges techniques, et puis des acteurs externes un peu divers et variés avec, par exemple, pour le besoin de construire ou pour des besoins particuliers avec des cabinets d'architecture, des maîtrises d'ouvrage, etc., etc. Les outils majeurs que j'ai répertoriés, alors vraiment j'en ai répertorié 8, mais il y en a pas mal, mais je trouve ceux-là particulièrement adaptés. Donc les outils pour mettre en place, pour trouver des idées d'action, etc. Il y a le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique. Alors là, c'est même plus pour trouver des idées, c'est vraiment le cœur de l'adaptation au changement climatique, c'est cette plateforme, puisque en fait, ils ont vraiment une plateforme qui redirige vers de nombreux outils pour l'adaptation au changement climatique, et ils ont une petite thématique bâtiment qui du coup redirige vers des guides, vers des outils, des méthodologies, etc., etc. Je pense quasiment tous, ou peut-être tous, ce que je vous cite après est donc sur cette plateforme de ressources. Je fais quand même un focus particulier sur les autres parce qu'ils sont particulièrement intéressants, notamment BatAdapt, donc qui a été développé au sein de l'OID, qui est un outil de diagnostic de risque climatique. Donc toutes les petites cartes que je vous ai mises sur les différentes diapositives jusque-là étaient issues de BatAdapt. C'est un outil qui vous permet de rentrer l'adresse, de répondre à quelques critères techniques pour votre bâtiment et d'en sortir un diagnostic de risque qui vous permet déjà d'avoir des premières idées concernant les actions adaptatives à mettre en place. Le guide de l'action adaptative, également produit par l'OID, c'est l'organisme où je travaille, du coup, on travaille beaucoup sur ces questions-là d'adaptation, qui du coup répertorie 41 fiches actions adaptatives pour aller plus loin sur le bâtiment, pour que ce soit dans le cadre de l'exploitation, de la rénovation ou même de la construction et certaines actions au niveau du territoire en lui-même. L'Agence parisienne pour le climat a fait Adaptaville. Là, c'est des actions qui sont très orientées zone urbaine, donc pour le bâtiment, ça peut être très intéressant, et pour le territoire aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'actions, certaines qui se recoupent avec le guide, certaines qui sont très différentes. Donc, pareil, deux sources d'idées. Il y a le CEREMA qui a produit une boussole de la résilience et qui, du coup, parcourt 8 grandes thématiques qu'il ne faut pas oublier quand on veut mettre en place la résilience. Donc, c'est pas mal pour être sûr qu'on a bien pris en compte toutes les questions autour de la résilience. Il y a le guide du bâtiment durable, pareil, pas mal d'idées d'action. Il y a le guide de l'INEF 4 ou de ProModule qui, du coup, est très orienté action confort thermique. Donc, ça peut être aussi une belle source d'inspiration. Et il y a le Call for Action, donc ça c'est en anglais. C'est un rapport qui a été produit par la Global ABC avec l'aide de l'OID. Et donc dans la partie 3 de ce guide, il y a des conseils par type d'acteurs. Donc il y a 5 typologies d'acteurs et donc vous pouvez retrouver là-dedans des conseils qui vont vous correspondre selon vos typologies, selon ce que vous êtes en tant qu'acteur. Je vais passer assez rapidement sur le panorama des actions adaptatives parce que vraiment on n'a plus de temps. Et puis de toute façon, on verra ça un peu plus en détail dans la formation. Donc voilà. La maladaptation, je vais passer aussi rapidement dessus. Je vous ai dit le principal, hein, le principal, c'est vraiment d'éviter que les conséquences d'une adaptation viennent augmenter la vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique, que ce soit en participant à augmenter le changement climatique lui-même ou
à créer des vulnérabilités ailleurs, etc., etc. Les solutions fondées sur la nature, c'est un gros plan de ce que peut être des actions adaptatives qui vont être multirisques, donc qui vont répondre à plusieurs actions à la fois. Typiquement, elles vont déjà répondre à plusieurs défis sociétaux, pas que le changement climatique. Donc le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, les santé, les réductions de risques naturels et les développements socio-économiques. Et elles vont répondre aussi au changement climatique à plusieurs aléas à la fois. L'arbre est la solution la plus typique, hein, qui permet de créer des ressources en bois, qui permet de rafraîchir par l'évaporation en eau, qui permet d'absorber l'eau parce que du coup avec ses racines elle crée un sol vivant et aéré, etc., etc. Je vous ai mis ici un lien vers Nature for Cities qui justement a fait une plateforme vraiment très bien avec beaucoup de solutions sur la nature au niveau du territoire et des villes. Et du coup, vous pourrez retrouver toute une partie bâtiment également dans cette partie. Pour ce qui est des approches globales, je voulais parler, mais j'en parle très rapidement, on en parlera plus en détail dans la formation, des infrastructures de dépendance. Donc un bâtiment, même s'il est complètement adapté, s'il est tout seul et que du coup son environnement extérieur est complètement détérioré, il va être impacté. Donc il faut aussi avoir une réflexion globale avec les réseaux électricité, routiers, côté communication, etc., etc. De l'adaptation à la résilience, il faut bien voir que entre l'adaptation et la résilience, il y a une grosse différence majeure et elle est liée vraiment aux enjeux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on analyse la vulnérabilité, on analyse à quel point on a été capable de s'adapter, d'atténuer le changement climatique, de prévenir, etc. Mais ensuite, il y a la crise qui vient et en aval de la crise, on peut évaluer la résilience en fonction de la reconstruction qu'on a réussi à mettre en place et des apprentissages qu'on en a tirés. Et donc, on peut être un bâtiment qui est très peu vulnérable, c'est-à-dire il y a très peu de chances qu'il soit touché, il est très préparé, et puis en fait, qui s'en est très mal sorti parce qu'il n'était pas du tout résilient et il avait en effet tout fait pour ne pas être touché, mais pas pris en compte le fait que s'il était touché, comment il pourrait se relever. Donc il y a quand même une différence entre ces deux concepts. On verra également plus en détail dans la formation. La gestion de crise, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut la prévoir et qu'il faut aussi prévoir à l'avance que de toute façon, il y aura des crises et que du coup, il faut se préparer à être capable de reconstruire mieux. Donc, mettre déjà en place les mécanismes pour favoriser les apprentissages. Et le rôle de l'innovation, je vous en avais déjà un peu parlé tout à l'heure. Il faut se projeter dans une dynamique d'adaptation et les dynamiques d'adaptation sont pas toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer dans une ville du futur comme celle qui est tout à droite et dans une ville du futur plutôt comme la deuxième par exemple. Et chacune de ces projections va avoir des conséquences différentes à court terme ou à long terme. Et du coup, il y a toute une réflexion à avoir sur vers quoi on veut s'orienter et quels sont les, les, les délais en fait auxquels on veut s'adapter et comment on veut réfléchir. Et il y a une vraie réflexion à avoir, notamment dans le secteur immobilier, parce que encore une fois, la durée de vie d'un bâtiment et la durée de vie d'un territoire de manière plus globale est longue, et donc on a d'autant plus de leviers pour aller vers une adaptation qui prendra en compte des changements climatiques sur le long terme. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà dépassé de 5 minutes et je vous propose de poser vos questions. Oui, alors il y a des questions, merci beaucoup. Il y a quelques questions, il y a beaucoup de questions sur le fait de la disponibilité du replay. Donc je vous confirme que d'ici quelques jours, vous recevrez un lien pour le replay. Et puis c'est vrai qu'on est passé assez rapidement sur certaines notions, mais qui seront vues pendant la formation. La prochaine date, c'est le 24 juin. Donc je vous invite à aller sur formation.lemoniteur.fr pour prendre rendez-vous. Donc une question. Les outils de stratégie d'adaptation intègrent-ils les problématiques des dom-toms? Ça dépend lesquels. Je vais repasser rapidement du coup sur cette. Alors,
je vais vous dire lesquels s'intègrent et lesquels n'intègrent pas. Ils sont là. Alors, base à date, non. C'est un outil diagnostic qui est centré France métropolitaine. Le guide d'action adaptative, pas tellement non plus. Adaptaville, non, puisque c'est l'agence parisienne pour le climat. Le conseil partie d'acteurs, oui. Les actions orientées au confort thermique, ça s'applique un peu partout. Le guide du bâtiment durable, je ne sais pas, c'est une bonne question. Et ça, c'est plutôt une méthodologie globale, donc je dirais oui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est une question qui revient assez souvent, les risques dans les dom-toms, étant donné qu'on n'est pas spécialisé de cette question à l'OID, je vous avoue que je ne saurais pas vous orienter vers des outils qui les prennent en compte, mais je suis sûre qu'ils existent. On a beaucoup de questions, donc voilà, on ne pourra pas tout aborder. J'en ai une qui dit: de quelle manière le risque d'aléas climatiques est-il pris en compte dans les documents d'urbanisme à l'échelle du bâtiment? Alors, il y a des choses qui permettent de le prendre en compte. Il y a le PCAET, plan climat, aménagement, économie du territoire, j'imagine, ou environnement du territoire, je sais pas. Et donc là, dedans, il y a des choses qui sont prises en compte, mais pour l'instant, c'est pas encore très fort. Par contre, avec la stratégie qui a été adoptée, il y a des chances que ces choses évoluent très très rapidement dans les années à venir. Très bien. On va prendre une dernière question. Alors, on a une question, elle est assez longue, donc je vais prendre en entier. Dans les calculs de modélisation thermique, on utilisait des fichiers météo des années 2004-2014. Ces fichiers sont maintenant remplacés par des données avec des températures plus élevées. Avez-vous des infos sur l'évolution de la législation et des normes sur ce sujet? Alors, le confort thermique est pris en compte dans la réglementation qui est sortie en 2020, donc la RE 2020. Et du coup, il y a des choses qui évoluent sur ces questions-là. Les fichiers météo, en plus, qui sont pour les années à venir, sont de plus en plus. Enfin, il y en a de plus en plus qui sont produits. Il y a une réflexion qui est cadrée en ce moment sur ces questions-là. Donc, il y a des choses qui bougent. Après, je pourrais pas rentrer beaucoup en détail sur ces questions-là parce que je pense que les choses sont en mouvement en permanence. Et donc, donc, donc les choses vont évoluer de toute façon dans les années qui viennent. Ça commence, en tout cas, avec la RE 2020. Bon, eh bien, merci beaucoup, Sakina. Donc, vous recevrez d'ici quelques jours le replay par email. Il y a la formation, du coup, rendez-vous sur formation.lemoniteur.fr. Je rappelle que la formation s'appelle Adapter les bâtiments au changement climatique et que le code formation, pour la retrouver facilement sur le site, c'est MEN94, MEN94. Vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous tombez directement dessus. Merci beaucoup et donc du coup, on vous voit pour la formation en juin. Merci à vous. Merci, très bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.